Bien, donc je disais, Madame Kalinkova, administrateur, alors, toujours le même problème, c'est administratrice ou administrateur? Non, mais c'était pour voir si elle était réveillée, parce que je sais Non, mais moi je ne suis pas féministe en France, hein. C'est gestionnaire dit Madame le ministre et Madame le Président, j'accepte Madame l'administrateur. donc, Sans eux. Madame le Président, parce que c'était la première présidente de l'Union, je vous signale, et qu'elle a une légitimité à ce titre également pour intervenir dans nos ateliers. Je souhaite également vous présenter Yves de Calve, qui se présentera dans ses multiples et diverses fonctions lui-même selon le souhait qu'il aura, et M. Ansker, qui a déjà participé à un atelier précédent sur la gestion patrimoniale et qui, dans ce cadre-là, de la gestion patrimoniale entre autres, a un fort, comment dirais-je, impact sur la gestion de la sortie de l'activité professionnelle et comment la préparer. Parce que le tout, ce n'est pas de partir à la retraite, le tout, c'est d'essayer d'organiser ce départ sous une forme telle qu'à la fin de votre activité professionnelle, il vous reste quand même des revenus qui soient satisfaisants. Merci à Madame Kalinkova, étant entendu que vous pouvez ensuite poser toutes les questions que vous souhaiterez. Oui, je le vois là, mais si je veux pointer. Ah oui, mais si je pointe là, je peux pas pointer là. Ah oui, Oui, c'est ça. Il y a une technique. Bon. Alors, la retraite, hein, objet de débats, de controverses, de tensions diverses, la retraite des médecins n'échappe pas à ce débat. Les grands fondements, vous les connaissez. En France, elle est obligatoire. La retraite, elle est par répartition, ce qui est différent de l'épargne, puisque la répartition est la manière de vivre au jour le jour avec un seul critère, le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Lorsqu'elle a été mise en place en 1945, le rapport était particulièrement favorable. Il y avait 12 cotisants pour un retraité. L'âge de la retraite était à 65 ans et l'espérance de vie était de 65 ans. Donc vous comprenez que les caisses étaient confortablement installées. De 1945 à 2013, le changement de rapport a été notable. Il y a moins de cotisants, plus de retraités. Et aujourd'hui, le rapport est à peu près 2,5 cotisants pour un retraité. Et pour retrouver une configuration superposable à 45, il faudrait liquider sa retraite à 73 ans, ce qui n'est pas le cas, comme chacun le sait. En 2050, on pourrait être pessimiste et dire que ce serait un cotisant pour un retraité, ce qui ne serait pas viable, mais les projections actuelles sont beaucoup plus optimistes que cela. Évidemment, il faut équilibrer les régimes. Comment? Toujours les mêmes solutions, quel que soit le régime de retraite. Soit on augmente les cotisations chez les jeunes et c'est pas viable. Soit on diminue les retraites et c'est pas juste. Soit on joue sur un curseur qui repousse vers la droite l'âge de sortie de la vie active. On augmente donc les cotisants et on diminue les retraités. Mais cette évolution vertueuse a été cassée en 1981, puisque l'âge de la retraite est passé de 65 à 60 et depuis on rame. Alors pour donner quelques perspectives pour l'avenir, voyons de quoi nous partons. C'est une photo de notre situation actuelle. Vous avez sur la première ligne les bénéfices des médecins en moyenne pour le secteur 1, le secteur 2, la cotisation de la CARMF pour le secteur 1 et pour le secteur 2, et la pension qui est servie aujourd'hui entre 2 000 et 3 500 euros, moyenne 2 500, ce qui n'est franchement pas un taux de remplacement important. C'est 33 à 45%, avec une tendance haussière des cotisations et une baisse des pensions. Alors je parlerai de la caisse de retraite, qui est notre maison de retraite, aux activités de laquelle je participe depuis 1993.
La CARMF gère 2 régimes obligatoires, la retraite et la prévoyance, dont ce n'est pas le cœur de métier, et un régime facultatif. Le régime de retraite comporte 3 volets, la base, la complémentaire et l'ASV. Mais la CARMF ne gère de bout en bout que la complémentaire. Vous verrez que la base est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et l'ASV, dont M. Decalve vous parlera, est gérée par les syndicats et la caisse et les caisses. La CARMF est administrée par un conseil d'administration qui est élu par nos confrères. Il y a 2 administrateurs qui sont présentés par le Conseil national de l'ordre et 3 administrateurs qui sont cooptés au maximum. Nous avons une tutelle à laquelle nous rendons compte, sans laquelle il n'y a aucune action qui est entreprise. C'est le ministère de la Santé et des Solidarités. Et puis, vous allez voir, nous avons des contrôles multiples et variés que vous connaissez. Donc, on ne peut vraiment pas se décaler de la route qui nous est imposée. Aujourd'hui, les effectifs, quelques chiffres, ils sont intéressants. Les cotisants, 125 000. Les retraités, 51 000, ce que je vous disais, le rapport de 2,5 à 1. Et il y a une tendance très nette, chaque année supérieure, à cumuler retraite et activité. Ah, pardon. Alors, depuis... Pourquoi ça donne rien ? Voilà. Donc, depuis 1990 à peu près, lorsque le numerus clausus est passé drastiquement à 3500 médecins, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, on connaîtrait des difficultés majeures. C'est-à-dire que l'effectif de l'ensemble des médecins est en baisse, et ceci à peu près depuis l'année dernière. Et pendant une bonne quinzaine, une vingtaine d'années, nous aurons moins de médecins. Parallèlement, généralistes et spécialistes baissent de manière parallèle. Et ce qui fait que nous arrivons à cette courbe qui a angoissé plus d'un et des experts, c'est que les cotisants baissent drastiquement, les retraités augmentent, puisque c'est les années de génération de très nombreux cotisants qui, eux, maintenant deviennent retraités. Et vous voyez que là, eh ben, il y a un vrai problème, c'est ce qu'on appelle le trou technique. Le trou technique, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, si on n'avait pas de réserve, eh ben, ce serait extrêmement difficile à gérer. Alors, vous avez vu les cotisations. Ces cotisations, donc 3 régimes, eh bien, il y a 3 allocations qui sont versées. La plus importante est le régime... La plus importante est le régime complémentaire, ensuite l'ASV et le régime de base. Alors, je vous ai dit qu'il ne fallait pas paniquer, qu'effectivement, ces courbes qui se croisaient et qui laisseraient toute une génération de jeunes médecins en difficulté, parce que soit ils cotisent, mais alors ils cotisent beaucoup et ils ne peuvent pas mettre de côté pour épargner, soit les retraités sont drastiquement diminués. La CARMF a prévu depuis les années 95 des réserves, et comme vous pouvez le voir, le régime complémentaire a emmagasiné 5 milliards de réserves qui sont là pour payer les allocations des générations futures. Je dirais un mot sur le régime de base. Je rappelle que ce n'est pas la CARMF qui le gère, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui regroupe 10 sections professionnelles. Vous remarquerez une chose intéressante, c'est que les avocats n'y sont pas parce qu'ils ont leur propre caisse. 615 000 actives, 211 000 retraités. Les cotisations se font par tranches et proportionnellement. Vous voyez qu'il y a un plafond, un premier plafond. Ah, zut! Un premier plafond à 31 000 €, un deuxième plafond à 187 et que la cotisation maximale est d'environ 6 000 €. Le grand problème de régime de base, c'est que nous avons une compensation nationale solidaire et nous reversons aux exploitants agricoles, aux artisans, industriels, commerçants, aussi bien les professions libérales que les salariés que les avocats, ce qui ramène par profession libérale la participation à cette solidarité à 915 € par an et à 167 € pour le salarié. Le régime complémentaire, c'est celui qui dépend de la maison mère, donc de la CARMF.
La cotisation est également proportionnelle. Il y a un plafond, que je ne me trompe pas de flèche. Donc le plafond est 131 000 euros. Jusqu'à un revenu de 131 000 euros, vous payez 9,4% des revenus. Ces 9,4% des revenus ne sont pas intégralement versés aux allocataires. Vous voyez qu'il y a une partie, la fameuse partie de la constitution des réserves. On peut avoir des réductions de cette cotisation pour faibles revenus, pour maladie. Les femmes, ça c'est récent, hein, les femmes médecins avec un arrêt d'au moins 90 jours pour congé de maternité ont une exonération totale d'un semestre. Et le régime complémentaire fonctionne par points. Donc vous cumulez, si vous avez atteint le plafond de 131 000 euros, vous cumulez 10 points par an, par tranche de 13 000 euros à peu près, où vous accumulez un point. Un point vaut 78 euros, et j'ai le plaisir de vous annoncer quand même qu'il ne dévalue pas, il est en augmentation même cette année de 0,78%. On peut racheter des points, il y a des conditions de rachat, mais on peut les racheter. Et je ramène toujours cette courbe un peu angoissante, qui est le nombre croissant de retraités depuis 2013, 2010, 2013, avec une pointe, vous voyez ici, dans les années 2020, où on aura vraiment le croisement des deux courbes. Je vous ai dit quand même qu'on a fait les fourmis, et donc le régime complémentaire a des provisions. Dans cette première partie, depuis 1995, il a cumulé jusqu'à peu près dans les années 2017, où nous n'avons bien sûr utilisé aucune provision. À partir de là, nous rentrons dans le trou technique, où il y a moins de cotisants, plus de retraités, et pendant 20 ans, nous allons utiliser ces réserves. Donc, pas de panique, il y a de quoi faire. Je voudrais vous dire un petit mot sur une refonte de la retraite complémentaire, en tout cas un projet de réforme qui a été exposé à la tutelle au printemps de cette année, laquelle nous avons reçu un très bon accueil, mais pour l'instant, toujours pas de réponse. C'est une retraite à 62 ans et à la carte. Pourquoi à 62 ans? Parce que normalement, nous partons à 65 et ça sera 67, c'est bientôt, alors que normalement, on passe à 62 ans. Donc notre idée était de dire, et si les médecins partaient aussi à 62 ans, comment faire pour qu'on n'augmente pas les cotisations? Ça a toujours été notre phare, ne pas augmenter les cotisations pour que les jeunes générations puissent investir aussi ailleurs. Il lui en reste quelques sous. Et donc ne pas augmenter, on reste à 9,5. On ne dévalue pas la valeur du point. Vous avez vu qu'on ne dévalue à aucun moment. Et on crée une bonification s'il y a un départ retardé de la retraite. On arrive avec des chiffres tout à fait réels. Vous les aurez dans vos papiers, je ne vais pas les détailler. Mais dans tous les cas, dans cette colonne, vous avez que la réforme serait tout à fait favorable qu'on parte à 62, à 65 ou à 67 ans. L'ASV, je laisserai M. De Calf. Je ne parlerai pas également de la prévoyance parce que, comme je le disais, ce n'est pas le cœur de métier. Et je vous conseille très vivement d'avoir votre prévoyance complémentaire parce que ça ne vous suffira pas du tout si, en cas de panne, ça ne vous suffira pas. Donc, vous le verrez dans vos papiers. En tous les cas, il y a 3 classes de cotisation selon les revenus et donc 3 classes d'indemnisation d'invalidité. Enfin, je dirais un mot très court, bien sûr, sur le régime de retraite facultatif qui s'appelle Capimed et qui est une loi Madelin. Et on a quand même eu un rendement net attribué en 2012 très élevé, parmi les plus élevés, de 4,01%. Je voudrais également vous donner une dernière dia sur l'organigramme de la CARMF, l'organigramme administratif. Vous avez vu dans la colonne ici que vous avez des personnes qui s'occupent des cotisants, des allocataires et des prestations reversées. Si vous avez un souci, vous l'avez dans vos documents distribués. Vous pouvez leur écrire, leur poser toutes les questions. Vous aurez une réponse 1 mois ou 6 semaines après, tout à fait détaillée et circonstancielle. Voilà, je vous remercie. J'ai relevé un défi extraordinaire. Je l'ai fait en 10 minutes. 12 minutes. Merci. Tu me laisses la parole Oui, je t'en prie.
un peu compliqué, il faut faire C'est ici attention. en bas, c'est sur la Là, droite. c'est là, ouais. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc je présente Yves de Calf, donc je suis cardiologue, récemment retraité, et je m'occupe donc des problèmes de retraite au sein du SNMCR, qui est un syndicat des médecins concernés par la retraite. Je voudrais faire tout d'abord un panorama. Je crois que la retraite c'est compliqué, hein, vous avez vu, hein, c'est pas facile. Et Ludmilla a bien récapitulé un petit peu les différents éléments de base. Moi, on m'a demandé de faire deux focus. Un focus sur l'ASV, ou prestation complémentaire vieillesse, etc. Enfin, laissons le terme ASV, qui est un terme qui est bien connu, qui est un des piliers de la retraite des médecins. Et un focus aussi, un petit point sur les cumuls activité-retraite. Donc, l'ASV, on a trouvé l'ASV, donc on a dit, vous savez, tous les débats qu'il y a eu au niveau de l'ASV, avec, dirons-nous, une gestion qui était très critiquée, ou plutôt l'absence de gestion qui était très critiquée, parce que c'est un régime qui est intéressant pour le médecin, ça faut le savoir, mais qui n'a pas été véritablement géré, que ce soit par l'État, que ce soit par la CARF, que ce soit par les syndicats. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Et quand on est arrivé au niveau de notre syndicat, donc on a créé donc des commissions, on a créé des rapports, on a travaillé sur le sujet. Et c'est vrai qu'en face, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau d'autres instances, on n'a pas eu des réponses, dirons-nous, des réponses favorables à nos demandes dirons-nous, d'équilibre du régime. Alors pourquoi on n'a pas eu de réponse favorable ? Parce que quand vous voulez équilibrer un régime dont en secteur 1, les caisses payent les 2 tiers de la cotisation, in fine avec les secteurs 1 et les secteurs 2, elles payent 50% des cotisations, ça coûte. Donc effectivement, l'État préférait laisser pourrir la situation et puis arriver en sorte que finalement, on soit bien obligé d'accepter des baisses. Donc c'est pour ça qu'on a discuté en 2011, parce que là, la situation devenait inquiétante, c'est-à-dire que vous aviez le tiers de la retraite du médecin qui risquait d'être remise en cause. Et à ce moment-là, il a donc fallu faire, dirons-nous, des coupes. C'est-à-dire, l'État y a participé, on verra comment rapidement, les caisses, les médecins actifs et les médecins retraités, de telle façon que maintenant, dans le Nord, on dit wagon, le wagon de l'ASV s'est accroché au wagon de la retraite complémentaire, au wagon de la retraite de base, et finalement, c'est la même locomotive, avec les problèmes démographiques qu'a souligné Ludmilla, qui sont réels, mais qui va dans le même sens. Donc ça, je crois que c'est un point important. Alors, un bref rappel, donc, on vous l'a dit, 2600 € par mois de retraite moyenne, qui est constituée quand même d'environ 1000 € de prestations par année. Bon, la retraite, vous vous demandez toujours combien vous allez toucher en retraite. Donc il y a un moyen mémotechnique simple, hein, au revenu moyen, c'est pas exact, mais en gros, c'est 1000 € par an par année cotisée. Par exemple, si vous avez cotisé pendant 30 années, vous allez toucher 30 000 € par an. C'est un moyen simple, c'est pas exact, mais ça vous situe un petit peu où vous allez aller en retraite. Donc la retraite au niveau de l'ASV, si vous voulez, c'est pas négligeable, puisque c'est 922 €, moins que le complémentaire, comme tu l'as dit, 1142, là-bas 536, avec quand même, bon, on dit que l'ASV, c'est un régime qui est vraiment pénalisant pour les médecins. Attendez, en secteur 1, c'est 14% de la cotisation pour 35% de la retraite. Et même en secteur 2, c'est 33% de la cotisation pour 35% de la retraite. Donc c'est pas un régime extrêmement pénalisant par rapport à notre régime. Et vous avez les cotisations que vous rattrapez en 5 ans. En 5 ans, actuellement, en secteur 1, vous avez rattrapé vos cotisations. Bon, on va voir presque un peu plus loin qu'il y a des années favorables. Dans les années 80, vous les rattrapiez en 2 ans. Mais c'est pas possible de continuer comme ça. Il fallait faire quelque chose. Il fallait quand même avoir un système qui soit équilibré, tout au moins à terme. Et la pension de réversion aussi, sur laquelle il faut insister, parce qu'elle est basse, la pension de réversion. Elle est 1158 € par mois. Donc c'est quand même un vrai problème. Alors, je reprends sur l'équation, puisque maintenant, le wagon ASV se rapproche de l'ensemble du train, et même est dans le train. Et moi, je considère personnellement que la retraite du médecin
il faut l'équilibrer en fonction des 3 régimes. Il ne faut pas se dire, l'ASV, vous avez fait des conneries, la complémentaire... Non, il faut qu'on ait un équilibre entre les 3 régimes. Il y a un régime qui marche un peu mieux, on favorise, qui marche moins bien un temps, on l'aide, etc. Il faudrait arriver à ça, mais bon, on n'en est pas tout près. Bon, l'équation d'une retraite par répartition, hein, c'est aussi le cas en capitalisation, hein, parce qu'une capitalisation, c'est une échéance sur l'avenir, sur la croissance économique, sur l'économie d'alors, dans 30 ans ou 40 ans plus tard, comment sera l'économie dans 30 ou 40 ans. Bon, au niveau de la répartition, c'est peut-être un peu plus simple, parce que là, on a quand même des critères démographiques, et on sait combien naissent. On sait, dans la partie médecin, on suppose, dirons-nous, à partir du moment où ils rentrent dans les études qui vont terminer tout au moins en grande partie, on peut faire des simulations qui s'approchent. Encore que les expertises, on l'a vu par le passé, n'ont jamais été tout à fait confirmées par la suite, et notamment les expertises démographiques, parce qu'on n'avait pas tenu compte des cumuls à activité retraite, des diplômes obtenus à l'étranger, et d'un certain nombre de choses. Au nombre d'actifs, montant de la cotisation, durée de la cotisation, ce qui entraîne l'âge légal, le nombre de trimestres, l'âge sans décote, en connaissance de trimestres, etc. Et le nombre de retraités. Alors effectivement, Lumina a bien insisté, actuellement, c'est le problème auquel on doit faire face dans les 3 régimes. C'est-à-dire que vous avez un nombre de retraités qui va augmenter jusqu'en 2022, 2023, 2024, et qui sera augmenté de façon importante. On n'a jamais vu ça. Ça va augmenter, même si le cumul activité-retraite diminue un petit peu cette hausse, ça va augmenter d'environ en 45 à 50%. Si, à notre avis, quand on voit plusieurs sources, le nombre d'actifs va rester stable avec, dirons-nous, des spécialistes un peu plus nombreux, des généralistes un peu moins nombreux, mais le nombre d'actifs va rester stable, a priori. Mais ça, on a une certitude, c'est que le nombre de retraités va augmenter. Parce qu'au-delà de 70 ans, il y a très peu de gens qui continuent. Hein. Donc les cumuls, c'est surtout entre 65 et 70 ans. Hein. Parce que le problème, au-delà de 70 ans, c'est qu'on n'a plus d'assurance, etc. On n'a plus rien. Hein. Jusqu'à 70 ans, on peut s'assurer, on peut avoir un certain nombre de choses, et la RCP, je dis pas. Alors, donc, l'augmentation... Ah oui, Lumina l'a dit, je ne vais pas le répéter, donc il y a l'augmentation de l'espérance de vie à 65 ans. Actuellement, à 65 ans, vous avez 20 ans d'espérance de vie. Quasiment un peu moins, mais 20 ans. Hein. Donc, il faut le savoir, avec pour le conjoint, une espérance un peu supérieure. L'âge moyen des décès retraités, vous voyez, c'est 83,64 ans et 89,60 pour les conjoints. Hein. Donc, il y a une augmentation qui continue. Alors, il y a une deuxième raison. On s'étonne toujours des cotisations des cadres, de ce que reçoivent les cadres en retraite, en disant c'est dégueulasse, vous comprenez, les cadres, ils reçoivent un montant important, mais les cadres, ils cotisent de façon plus importante, environ 25% de leurs revenus, et plus longtemps, pendant 12 ans en moyenne de plus. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait bonne retraite. Troisième raison, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'ASV, vous avez vu, c'est la courbe du haut, là, l'ASV, hein, vous avez vu, le plateau du haut, ça voulait dire qu'au-dessus de 50%, en moins de 2 ans, et la Badin, ça a bien connu ça, en moins de 2 ans, hein, vous récupériez l'ensemble de vos cotisations alors que vous allez vivre, à l'époque c'était peut-être 15 ans, mais maintenant c'est 20 ans. C'était 18 ans à l'époque. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même un vrai problème. Et le temps mis pour récupérer, ce qu'on appelle en matière de retraite le rendement, c'est pas le rendement, ça vous rapporte de temps par an, non. C'est le temps mis pour récupérer ces cotisations. Hein. Donc actuellement, on considère qu'un rendement doit être entre 6 et 7%, c'est-à-dire qu'il faut un peu plus d'une quinzaine d'années pour récupérer. Et le rendement à l'époque, c'était 2 ans. 2 ans. C'est hallucinant. Bon, alors effectivement, quand on est arrivé avant la réforme de 2011, on avait effectivement des courbes qui rejoignent tout à fait des courbes. De toute façon, les sources, elles sont pas... elles sont de la CARM, elles sont de la MAR. Bon, on les interprète quelquefois un peu différemment, mais elles sont les mêmes. Hein, et on ne peut pas nier que la CARM donne des courbes tout à fait exactes et très honnêtes. Hein. Donc vous voyez, si on n'avait rien fait, ben voilà, 66% de moins sur plus d'un tiers de la retraite. C'était énorme. Alors les axes. Alors il y a eu 3 axes. Hein. Il y a une augmentation des cotisations, une augmentation... De toute façon, vous les avez hein, sur vos documents, hein, parce que bon, on doit aller assez vite. Donc une augmentation des cotisations, de toute façon il n'y a pas de secret, augmentation des cotisations, avec en plus une cotisation forfaitaire qui évolue chaque année, la mise en place d'une cotisation provisionnelle, qui va arriver jusqu'à 2,80% du revenu en secteur 2. Mais comme je disais tout à l'heure, les caisses payent les 2 tiers.
en secteur 1. Donc les caisses vont payer à partir de 2017 200 millions de plus d'euros par an pour l'ASV. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile à obtenir. Et puis vous avez effectivement une réduction de la pension parce qu'il faut assainir les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des avantages qui ont été donnés dans le passé. Moi, j'en ai profité, puisque moi, j'étais installé avant 80. Et il faut assainir. On ne peut pas avoir un régime qui donnait des prestations, qui étaient des chèques sans provision, qui étaient récupérés en 2 ans. C'est impossible. Et un rendement moyen, c'est-à-dire le temps mis en récupération, tout au moins pour la cotisation complète, qui est de l'ordre de 14 à 15 ans, et ce qui est admis actuellement. Encore qu'à l'avenir, ça posera un problème, parce que bon, là, on a un différentiel de 5 ans avec l'espérance de vie, mais si l'espérance de vie continue d'augmenter, il faudra bien, comme tu le disais, retarder l'âge de départ. Bon, il y a un mécanisme de coordination qui est mis en route, donc qui est officiel, donc le rendez-vous de 2015. Ça, on va le préparer, j'espère qu'on le préparera tous ensemble, un syndicat, CAMF, parce qu'on a tous l'intérêt commun de le faire. Alors, un petit focus donc sur le cumul activité-retraite. Ça s'est simplifié, parce que c'est pas forcément à notre avantage, mais au moins c'est beaucoup plus simple. En fait, vous pouvez cumuler l'activité libérale sans limite, parce qu'il y a 2 problèmes, il y a la date bien sûr, et la limitation au nombre de revenus. Vous cumulez sans limite si vous avez votre durée de cotisation pleine en régime de base. Vous savez que ça dépend de la génération. J'ai mis après, vous allez le voir, en fonction de votre génération, vous avez le nombre de trimestres nécessaires. Vous savez qu'en fait, il y a plusieurs dates. La première date, c'est l'âge légal. Génération née en 55, c'est 62 ans pour le régime de base. L'âge sans décote pour le régime de base, ça sera 67 ans pour la génération née à partir de 1955. Et vous avez l'âge entre guillemets CAMF pour l'ASV et le complémentaire qui est de 65 ans actuellement. Et puis vous avez l'âge, le 4e âge, c'est celui où on n'a vraiment plus besoin de vous pour l'instant, ça ne changera peut-être pas le passé, c'est 70 ans. Parce que là, c'est un âge où vous n'êtes plus couvert. Alors, cumul avec limitation de revenus, alors c'est si vous n'avez pas atteint la durée d'assurance. Donc à ce moment-là, vous limitez vos revenus en cumul à 37 548 euros. Alors, ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est le plafond de la Sécu qui augmente chaque année. Donc, alors sont exclus, bien sûr, les revenus de la permanence de soins, etc. Et toujours la deuxième condition, je reviens avant, il faut effectivement liquider aussi l'ensemble de ces retraites obligatoires. Mais de toute façon, vous n'avez pas aucun intérêt de liquider à partir de janvier 2015 un seul régime, puisque vous ne pourrez plus acquérir de droits à partir du 1er janvier 2015, et maintenant il est trop tard pour faire autrement, c'est pour ça que j'explicite pas ça plus en avant. Vous ne pourrez, quand vous liquidez un régime, vous n'aurez plus de droits dans aucun des autres régimes, que ce soit salarié, complémentaire de base ou autre. Donc ça, c'est fini. Donc, il n'a pas liquidé l'ensemble des retraites obligatoires, c'est resté là, mais on n'a aucun intérêt à ne pas liquider à partir du moment où on commence. Donc, les cotisations en cumul, pas de points, elles peuvent être estimées, mais avec une pénalisation, bien sûr, si le réel dépasse l'estimation. Intérêt en ASV, c'est réduit sur la part forfaitaire. C'est-à-dire 9% en secteur 2 et 3% en secteur 1, sans pouvoir dépasser le forfait de 4 500 euros. Donc vous avez une proportionnalité qu'il aurait été d'ailleurs logique d'avoir dans toute la carrière, même avant, pas uniquement en cumul. Pas de cotisation ni couverture en invalidité CAMF. Vous pouvez en prendre une, dirons-nous, dans certaines assurances. Et donc si on liquide le régime de base, aucun intérêt à pas liquider tous les autres régimes. Alors cumul ou pas cumul. Sans cumul, vous avez des points, mais avec un montant plus important de la retraite, mais statistiquement moins longtemps, car plus tardif. Et avec un cumul, vous avez un montant moins important de retraite, mais statistiquement plus longtemps, car elle est plus précoce. Alors, quelle est votre espérance de vie, Si vous avez les courtes, vous avez intérêt de cumuler pour ramasser le plus possible. Si elle est longue, vous avez peut-être intérêt à maintenir votre activité pour avoir le montant possible, le plus grand possible pendant plus longtemps, mais c'est difficile à apprécier individuellement. Et puis vous avez aussi les conséquences fiscales qui sont bien indiquées dans le site CAMF. Et on dit que les femmes sont bavardes. 10 minutes chacun. Bien, ceci étant, merci. Vous aurez toute l'occasion de poser des questions. Sachez que tout ça
est téléchargeable sur le site. Monsieur Ansker. Alors on a vu, donc Monsieur Ansker, président directeur général de SCAMED. SCAMED, c'est un cabinet de courtage d'assurance qui a été créé par Assumed et qui est réservé uniquement aux médecins. Donc on ne prend aucune autre profession dans ce cabinet. Alors on va voir, nous, ce qui se passe en retraite complémentaire par capitalisation. Donc là, on était sur la répartition où on est dans un système de mutualisation, et là, on est vraiment dans un système individualiste. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, c'est la capitalisation. Donc on peut constituer une retraite complémentaire par capitalisation avec différents outils. On peut très bien faire de l'immobilier, des valeurs mobilières, et il y a un chapitre qui est important dans la capitalisation, c'est les produits d'assurance vie, dont nous allons les étudier un par un, parce qu'il n'y a pas qu'un seul produit qui peut intéresser le médecin pour se constituer une retraite complémentaire. Donc j'en ai listé 4. Le premier, c'est celui que vous connaissez tous. Je pense que ici vous avez tous un contrat d'assurance vie classique. Ensuite, il y a le contrat retraite Madelin. Il y a le contrat plan d'épargne retraite populaire. Et pour ceux qui ont au moins un salarié, il y a le PEI ou le PERCOI, ou PE et PERCO. Ça dépend des entreprises. Alors l'assurance vie. L'assurance vie, on peut en faire un outil de retraite complémentaire. Alors on va voir qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc les avantages, c'est un contrat dont l'épargne est disponible par des rachats ou des avances. C'est un contrat dont l'épargne est transmissible en cas de décès au bénéficiaire qu'on a désigné. C'est un contrat qu'on peut transformer en rente viagère à la date qu'on souhaite. C'est un contrat qu'on peut mettre en gage si on souhaite couvrir un prêt. Ça peut être intéressant quand on a une quarantaine d'années ou 45 ans, on veut emprunter. Au lieu de passer par les hypothèques, on peut très bien mettre en gage un contrat d'assurance vie. Et les banques sont friands de ce genre de couverture. C'est un contrat qui offre des avantages fiscaux avantageux et intéressants encore. Et surtout, vous avez le libre choix du bénéficiaire. Et enfin, il y a une grande souplesse de gestion puisque vous pouvez dessus verser ce que vous voulez quand vous voulez. Donc on a vu, c'est un contrat qu'on peut transformer en rente viagère. Les inconvénients, un, c'est que la valeur de l'épargne, il faut la déclarer à l'ISF, quelle que soit la durée de détention du contrat. Et le deuxième inconvénient, c'est que les cotisations que vous versez ne sont pas déductibles. Donc voilà pour l'assurance vie classique. Alors, la rente et l'imposition de la rente dans ce contrat-là est celle qui est la plus intéressante puisque la rente est déclarée en fonction de l'âge que vous avez au moment où vous choisissez la rente. Plus vous choisissez la rente tard, moins la rente à déclarer est importante. Il y a un abattement qui se fait année par année. Le contrat Madelin. Donc tout le monde connaît le contrat Madelin. Madelin du ministre, qui vous a fait beaucoup de bien, puisque dans la rédaction de son texte, il y a eu une erreur qui a été perpétuée, personne n'est revenu dessus, c'est que les cotisations des contrats santé complémentaire étaient déductibles. Et ça, on s'en est aperçu tardivement. Mais c'est déductible, et c'est resté déductible, personne n'est jamais revenu dessus. Bon, c'est pas le sujet, c'est la retraite Madelin. Donc pareil, les avantages et les inconvénients d'un tel contrat. Donc les avantages, c'est que la cotisation versée est déductible jusqu'à 69 464 € en 2014. Donc dans votre dossier, vous avez plus loin le mode de calcul de la cotisation déductible.
Vous percevez une rente viagère régulière. Là, on est dans un contrat bien spécifique, on appelle ça un contrat tunnel, c'est-à-dire on rentre dans le tunnel et on en ressort et on peut percevoir qu'une rente viagère. Dans le tunnel, on peut rien faire. On peut pas sortir, on peut pas racheter, on peut pas prendre un peu d'épargne. On est dans le tunnel, on va jusqu'au bout du tunnel. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une exonération des prélèvements sociaux sur les intérêts. Vous savez que chaque année, sur un contrat d'assurance vie classique, les intérêts qui sont crédités sur votre compte sont soumis à prélèvements sociaux, ils sont de 15,5%, ce qui n'est pas neutre. Alors que là, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Vous avez aussi le libre choix du bénéficiaire. Et vous n'avez pas à déclarer à l'ISF si vous avez cotisé pendant au moins 15 ans sur votre contrat. Les inconvénients, c'est pour Madelin l'obligation de verser chaque année une cotisation. Alors il y a des règles dans le système Madelin, c'est que vous fixez une cotisation de base et derrière vous avez des tranches de cotisation. Donc attention, ne pensez pas parce que vous avez fait un bon exercice que vous allez pouvoir cotiser sur une tranche élevée, parce qu'il faut penser à l'avenir. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous ne pourrez pas cotiser ou cotiser moins, et à ce moment-là, on vous dira, bah attendez, si vous cotisez pas, votre contrat va être mis en réduction. Et vous ne pourrez plus cotiser si le contrat est mis en réduction. Il faudra rouvrir un nouveau contrat Madelin. L'épargne n'est pas disponible, sauf 3 cas particuliers. Seule une rente viagère est versée, il n'y a pas de capital versé au terme. Il faut bien le savoir, c'est une rente viagère. Donc la rente viagère, elle peut être non réversible ou réversible sur la tête du conjoint. Et votre rente est à déclarer en totalité sur votre implément fiscal 2042, dans la rubrique pension et retraite. Alors, le plan d'épargne populaire, qui est un contrat de retraite plus récent, qui a été rajouté surtout pour les salariés, mais s'applique également pour les libéraux. Moi, ce que je dis, c'est que le médecin, le médecin libéral a intérêt à souscrire un contrat Madelin, et souvent faire une bonne analyse et voir s'il peut pas compléter cette retraite pour son conjoint en pleine épargne populaire. Parce qu'on a vu que la retraite du conjoint, elle était quand même très faible. C'est à peu près 50% de la retraite du praticien. Donc le plan d'épargne populaire, c'est pareil, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bon, l'avantage, bien sûr, c'est que la cotisation est déductible, mais dans l'enveloppe fiscale 2042, si vous regardez votre feuille d'impôt, vous allez voir dessus, à un moment donné, le montant global auquel vous pouvez prétendre pour pouvoir bénéficier d'un ensemble de déductions fiscales. C'est les services fiscaux qui vous l'indiquent. L'avantage du plan d'épargne populaire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de cotiser chaque année par rapport à Madelin. Les années non cotisées viennent se cumuler avec les années suivantes. Vous allez percevoir une rente viagère. Vous avez aussi le libre choix du bénéficiaire en cas de décès. Vous avez un avantage important, qui est récent, c'est la possibilité au terme de percevoir au moins 20% sous forme de capital. Vous pourrez, au terme, dire je prends 20% du capital, le reste, je le transforme en rente viagère. Vous avez aussi l'exonération des prélèvements sociaux sur les intérêts, c'est 15,5%, c'est pas neutre. Et pas d'ISF si vous avez une durée supérieure à 15 ans de cotisation. Les inconvénients, c'est pareil, l'épargne n'est pas disponible pendant la durée du contrat, sauf 3 cas particuliers, et la rente est à déclarer en totalité sur votre imprimé fiscal 2042. Bon, ça... Ouais. Donc on me dit... vous avez deux déclarations fiscales. Quand vous êtes libéral en exercice, vos recettes, vous les mettez dans l'imprimé fiscal 2035. Madelin va sur l'imprimé fiscal 2035.
Tout le reste, c'est donc une fois que vous avez fait votre 2035, vous remplissez une 2042 et sur la 2042 apparaissent toutes ces autres déductibilités. Donc là, vous avez les calculs, mais ça vous le retrouvez dans le dossier. Simplement, ce qui est important, c'est ce qui est en rouge. C'est le montant de la cotisation déductible en retraite Madelin, ainsi que l'abondement acquis sur les plans d'épargne entreprise, viennent en diminution de l'enveloppe du PERP. Le PERP, c'est une enveloppe globale qui est calculée pour la famille, et c'est sur cette enveloppe qu'on retient ces sommes qui sont déjà déduites. Alors pour ceux qui étaient présents ce matin à une des réunions, on a parlé du plan d'épargne entreprise et du plan d'épargne de retraite entreprise. Donc ça, c'est possible si vous avez au moins un salarié. Alors comment ça fonctionne si vous mettez ce plan en place? C'est que vous allez effectuer un versement qu'on va dire un versement volontaire, et ce versement volontaire va être abondé par l'entreprise suivant des critères que vous avez définis. Alors les critères sont en rouge, c'est un pourcentage du versement volontaire sans pouvoir excéder Y euros. Donc c'est Y euros, c'est soit pour un POI 3004 euros ou 1000 euros ou 2000 euros, ou pour un VERCOI 6008 euros ou la somme que vous souhaitez. Mais ça ne peut pas dépasser ces plafonds de 3004 euros et 6008 euros. Alors, le plan d'épargne entreprise ou le POI, c'est, à mon sens, un des meilleurs produits qui existent aujourd'hui au niveau de la rentabilité, puisque au bout de 5 ans, vous allez pouvoir retirer de ce plan les sommes sans aucune fiscalité. C'est-à-dire vous avez retiré l'argent, vous n'avez pas à le mettre sur votre feuille d'impôt, c'est pas imposable. Donc on voit tout l'intérêt de ce montage. Et le PERCOI, bon, le PERCOI c'est bien, l'inconvénient c'est que la disponibilité c'est l'âge de la retraite. Il faut attendre l'âge de la retraite pour pouvoir bénéficier soit du capital, soit d'une rente viagère. Donc l'intéressant c'est quand même le PEI. Le PEI tous les 5 ans, vous pouvez retirer et recycler ces sommes. Alors, on est entre nous. Si vous avez 3000 euros sur votre PEI, vous les retirez, vous les reversez sur du Madelin. Enfin, avec une somme, vous pouvez faire plusieurs fois des culbutes. Alors, quelle cotisation pour quelle retraite? Ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Et ça, il faut que ça soit bien dans vos esprits. C'est que si vous voulez obtenir 1000 euros par mois de retraite complémentaire, 1000 euros par mois de retraite complémentaire, à 67 ans, il faut que vous disposiez d'un capital alors un capital d'aujourd'hui, de 300 000 euros. 1000 euros par mois, 300 000 euros de capital. Ça, c'est important. Non, 1000 euros, c'est le montant d'une retraite. Comment ça se calcule une retraite? C'est vous allez avoir un capital. Ce capital, en fonction de table de mortalité, on va déterminer un taux de conversion en rente viagère. Donc ce taux de conversion, il est entre 3 et 4% à 67 ans. Donc c'est ce taux qu'on va appliquer au capital constitué. Mais c'est une somme, après, qui va être versée à vie. Voilà, tout à fait. Non, n'importe quand, n'importe quoi. Non. Même dans un contrat d'assurance vie, c'est pareil. Si vous prenez un contrat d'assurance vie classique, c'est exactement la même chose. Si vous prenez un Madelin, c'est exactement la même chose. Simplement, Madelin, l'avantage, c'est que la cotisation est déductible fiscalement, alors que l'assurance vie, ça ne l'est pas. Mais les calculs sont toujours identiques. Voilà, un capital point vous donne une rente viagère. Et qui sera 0 à la fin. Qui peut être même négative à la fin, mais on continuera à verser quand même une rente viagère. Ça dépend. Ça dépend du côté de l'os. Mais non, ça peut être aussi, on peut prévoir une rente viagère réversible sur la tête du conjoint. Voilà.
Ouais, enfin, les enfants, oui, ça se fait, mais les enfants, ça peut être pénalisant parce que on risque, avec l'écart d'âge entre les parents et les enfants, on risque d'avoir ça sera plus 1 000 euros par mois, ça sera 200 euros par mois, quoi. Alors, pour constituer ces 300 000 euros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut verser des cotisations, bien entendu. Donc, si on a 40 ans, il faut verser à peu près 7 500 euros par an, 10 000 à 45 ans, 14 000 à 50 ans et 21 500 à 55 ans. Donc ça, c'est 3%. Aujourd'hui. Faut pas non plus renchérir la rentabilité pour dire je paierai moins. Donc, moi, ce que je dis, ça, c'est des cotisations qu'il faudrait faire théoriquement pour obtenir ces 300 000 euros. Mais vous pouvez le faire à votre convenance. Le tout, c'est que il faut atteindre ces 300 000 euros à un moment donné. Donc, vous pouvez très bien verser 1 000 euros. Vous avez 40 ans, vous versez 1 000 euros la première fois, pas 7 500. 3 ans après, vous avez une rentrée exceptionnelle, vous versez 10 000 ou 15 000 euros. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Simplement, il y a 300 000 euros à atteindre. Si on les atteint d'une façon régulière, parce qu'on se dit, je suis un peu dépensier, je préfère rentrer dans un système bien cadré, donc vous faites 7 500 divisé par 12, donc tous les mois, je verserai tant, et ainsi de suite. Ça, c'est le PERPS ou le contrat Madelin. Ou l'assurance vie. Ça, je vous ai présenté les 3 contrats. Les 3 contrats ont des avantages et des inconvénients. Après, ça sera à vous de choisir. Mais je vous donnerai le conseil quand même. Bon, ça y est, j'ai fini quasiment. Alors ça, c'est ce qu'on entend toujours. J'ai souscrit un contrat à Madelin parce que la cotisation est entièrement déductible. Alors ça, c'est vrai, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire, vous souscrivez un contrat Madelin, pour tout le monde, la cotisation est déductible. C'est pas un assureur particulier qui vous fait un avantage particulier. Mais il faut être attentif quand on souscrit un contrat Madelin. Parce que c'est pas que parce qu'on déduit que c'est bien. Derrière, il y a quand même des choses importantes et qui peuvent être à terme pesantes sur le résultat. La première, c'est les frais sur versement. Il faut qu'ils soient les plus faibles possibles. Bon, j'ai mis inférieur à 4%. Aujourd'hui, on arrive à trouver moins que 4%. Et surtout, les frais de gestion. Parce que vous avez beaucoup de banques assurances qui vous disent, mais attendez, moi je vais vous faire un cadeau. Je vous prends pas de frais sur versement. Simplement, ce qu'ils vous disent pas, c'est que les frais de gestion, qui sont récurrents chaque année, ils sont à 1% ou un peu plus de 1%. Donc vous allez avoir 1% ou 2% de frais sur versement, et puis avoir du 0,6 ou 0,7% de frais de gestion qui sont des frais récurrents chaque année et sur l'épargne gérée. Donc là aussi, ces frais ont un impact important sur la constitution de l'épargne, parce que moins il y aura de frais, plus l'épargne augmentera. Donc l'épargne, c'est quand même, je le rappelle, la base de calcul de la rente viagère. Donc plus vous avez d'épargne, plus vous aurez de rente viagère. Pareil pour les intérêts crédités chaque année, on l'a vu, il y a des sociétés qui servent des intérêts qui sont plus que corrects, et d'autres qui ont des taux moyens, parce qu'on nous dit, oui, mais attendez, la cotisation est déductible. C'est pareil, les intérêts, c'est un levier sur l'évolution de l'épargne. Donc, il faut tenir compte aussi de la souplesse du contrat. Et puis surtout, il faut s'intéresser à la régularité du produit par rapport aux autres produits sur le marché. Donc là, tous les ans, il y a des revues qui sortent et qui font des classements. Et où il faut être très prudent, c'est sur les clauses de revalorisation de la rente viagère. Il y a beaucoup d'assureurs qui sont muets sur les revalorisations de rente viagère. Alors tout à l'heure en aparté, on en parlait. Vous avez des assureurs aujourd'hui qui vous garantissent une table de mortalité, qui vous disent, moi je vous sers une rente avec telle table de mortalité. Mais cette table de mortalité, c'est pas la table de mortalité en vigueur.
Simplement, c'est que ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils sont obligés de constituer leur provision mathématique avec l'état de mortalité en vigueur. Donc, ce qui fait qu'ils ont un déficit de provision et qu'ils doivent couvrir. Et normalement, ils doivent les couvrir avec leurs fonds propres. Souvent, ils ne font pas avec leurs fonds propres. Ils le font avec le résultat du contrat. Et au lieu de vous servir une revalorisation sur votre rente, ils vous servent soit rien ou soit très peu. Donc, soyez très 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 prudents sur ce genre de montage. Alors, tout à l'heure, vous disiez, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je crois que c'est assez simple. Il faut souscrire un contrat d'assurance vie classique, où vous allez pouvoir disposer librement de votre épargne, sachant que vous pouvez la transformer quand vous le souhaitez en rente viagère, et surtout que l'assurance vie, elle se termine quand vous le souhaitez, c'est-à-dire vous pouvez la prévoir jusqu'à 99 ans. Et quand vous êtes à la retraite, vous pourrez faire des opérations de rachat sur votre contrat d'assurance vie, rachat partiel. Et puis 2, c'est souscrire un contrat Madelin, mais uniquement après avoir fait un calcul du besoin exact de retraite complémentaire que vous souhaitez avoir. C'est pas la peine de dire je vais défiscaliser. Moi j'ai connu un chirurgien dentiste, il avait tellement défiscalisé qu'à 65 ans, il a même pas touché sa rente qu'archivant, il est décédé, et son fils, il a tout bouffé en peu de temps. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se constituer une retraite complémentaire réellement sur le montant dont on pense avoir besoin. C'est pas la peine de faire de la surenchère pour de la surenchère. Il y a d'autres produits pour défiscaliser. Bon, est-il des questions? Bonjour, je suis jeune médecin, médecin généraliste remplaçant. À partir de quand doit-on penser à sa retraite complémentaire et par quoi commencer? Par un PERP ou par une loi Madelin? Faut-il attendre quelques années pour savoir de combien on a d'argent et de budget à mettre de côté dans ces plans-là? Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Quand on est jeune médecin, on pense à sa retraite, mais pas tout de suite. On met de l'argent de côté d'abord. La retraite, on commence à y penser vers 40 ans. Alors on peut y penser avant si on a un héritage, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand vous mettez le doigt dans Madelin, vous ne pouvez pas retirer les sommes en compte. Donc si vous avez besoin, vous ne pouvez pas. Alors que l'assurance vie, vous pouvez retirer. Donc moi ce que je dis, un jeune médecin, il fait de l'assurance vie classique d'abord, à 40 ans il s'intéresse à Madelin. Et le PERP? Le PERP c'est pareil. On n'a pas besoin de mettre d'argent. Non, PERP et Madelin c'est pareil. Le PERP c'est une formule qui avait été faite plus pour les salariés. Donc que le médecin peut utiliser, il peut faire un Madelin plus un PERP. Le tout c'est de ne pas dépasser l'enveloppe fiscale. Mais voilà, moi ce que je préconise, c'est-à-dire vous êtes jeune, vous pouvez à tout moment avoir besoin d'argent. Vous pouvez retirer. L'assurance de la retraite, c'est après, quoi. Stabilisez d'abord votre outil de travail. Quand vous êtes jeune, stabilisez d'abord votre outil de travail, qu'il soit bien prévisible, bien, entourez-vous bien, et ensuite, à 40 ans, commencez sérieusement à ouvrir des Madelins et des PERP et des assurances vie. Mais stabilisez votre outil de travail. Merci beaucoup. Attends. Donne-lui. Ces avantages liés à la maternité des femmes médecins sont-ils rétroactifs ou ils ont démarré à partir de quelle année? C'est pour ça que je te pose la question, parce que pour les jeunes médecins, c'est intéressant. Pour nous, les vieilles, c'est tout à fait différent. Heureusement
Oui, heureusement, oui. C'est quelque chose qu'on souhaitait et qu'on a largement demandé depuis des années. Et voilà, je m'en réjouis. Du cabinet est déductible. C'est-à-dire que ça rentre dans vos frais. Alors que quand vous les percevez 5 ans après, ça ne rentre pas dans vos bénéfices. C'est ça l'opération fiscale qu'il faut retenir. D'accord? Parce que ça, on ne le retient pas toujours. Étant entendu qu'il y a quand même des frais. Et les enfants Et nés c'est pas pendant les imposable. études ne comptent pas toujours. Ah, si tu voulais intervenir. Ah non, pardon. Alors, 2 remarques, une question. D'abord, la première remarque est absolument pas recevable, mais ça fait quand même plaisir. Si tu permets. Ça fait quand même toujours plaisir. Pour une cotisation CARF de 2500 € par mois en moyenne, sur 35 ans, ça permet de constituer un capital qui nous permettrait de toucher 3000 € par mois pendant 30 ans si la CARF n'était pas obligatoire. Sans compter la rentabilité et sans compter le maintien du capital dégressif progressivement. Mais ça fait toujours plaisir de se le dire. Oui, j'imagine bien. Deuxièmement, concernant les complémentaires, moi j'aurais une préférence pour le PERP, compte tenu du fait qu'on peut récupérer 20% à sa liquidation, ce qui permet de payer les charges sociales et impôts à venir au moment de l'arrêt de l'activité, ce qui permet d'anticiper. L'autre, c'est une question, et puis, oui, c'est imposable, absolument. Mais ça a été aussi déduit en partie pendant tout le temps. Et la dernière, là, c'est une question. Est-ce que tous les contrats PERP se ressemblent? Et sinon, comme tout le monde a travaillé dans les hôpitaux, est-ce que la Préfond a un intérêt par rapport à un autre PERP? Je réponds à ta première question. Tu peux absolument pas comparer les deux choses, étant entendu que la CARM fait un régime obligatoire par répartition, dont les seuls critères sont les cotisants et les retraités. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire, on n'y échappe pas et il faut gérer à longue vue. Hein. Alors, PERP, non, tous les contrats ne sont pas identiques. Il y a 2 formes de contrats. Les contrats par capitalisation et les contrats donc où les sommes versées pour des intérêts, on voit augmenter. Et le deuxième, c'est un contrat qui est différent et on achète des points de retraite. Oh, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Mais enfin, oui, pour en bénéficier, on peut prendre un contrat Préfond. Simplement, Préfond, c'est un contrat qui a évolué, qui a été en difficulté, hein, il faut quand même s'en souvenir. Préfond était essentiellement basé sur de la répartition au départ. Et ensuite, on a dit, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut transformer ce contrat. Donc, on a mis une dose de capitalisation. Ça marchait toujours pas trop. Donc, aujourd'hui, Préfond, il est quasiment en capitalisation totale, quoi. Enfin, bon, j'ai pas d'avis là-dessus. Merci. On va s'arrêter là. Ceux qui ont encore des questions spécifiques ou personnelles à poser, les experts sont devant la porte. Merci.